Les analystes et la presse française s'est concentrée sur la corruption d'un certain nombre de députés qui ont finalement abandonné l'opposition pour rejoindre les rangs du gouvernement. Et un certain nombre d'hommes politiques italiens, je pense à Antonio Di Pietro, qui est le leader d'une des formations de l'opposition, ont effectivement crié au scandale en amenant des preuves de corruption d'un ou deux députés. Il est vrai, il est tout à fait probable que certains députés italiens aient effectivement, face à des promesses des postes ministériels ou des secrétaires d'État, face à des financements accrus pour leur collège électoral, face à des promesses des financements un peu plus personnels, pu effectivement soutenir au final les gouvernements Berlusconi plutôt que voter la motion de défiance. Mais il reste les faits, il faut bien comprendre que ce type d'événement est un type d'événement qui est finalement assez courant dans l'histoire républicaine italienne. La Constitution italienne a été rédigée suite au deuxième conflit mondial et suite à l'expérience du fascisme. C'est une constitution qui met les gouvernements en quelque sorte dans une posture de faiblesse vis-à-vis du Parlement et des partis politiques. La constitution italienne voulait l'établissement d'un gouvernement faible, effectivement, pour éviter la résurgence du danger fasciste. Et par conséquent, si on regarde l'histoire du pays, on en trouve des dizaines de votes des motions de défiance de ces types qui se sont joués sur un vote ou deux, avec des promesses de tout type faites aux députés, des promesses d'enrichissement personnel ou pour leurs entreprises, ou des promesses de carrières politiques, pour finalement les obliger ou les convaincre à voter pour un gouvernement ou pour un autre. Cependant, un gouvernement qui va tenir comme celui de Silvio Berlusconi sur deux votes au final, parce que 314 à 311 a été les résultats, il suffit d'enlever deux personnes à la majorité pour qu'il y ait plus qu'une majorité, eh bien ce n'est pas véritablement une victoire politique. Un gouvernement de ce type ne peut en aucun cas ni survivre, ni assurer les réformes dont le pays a besoin. Alors Fini est sans doute les grands perdants de l'opération et Silvio Berlusconi paraît être les grands gagnants. Les choses sont néanmoins un peu plus complexes. Fini est sans doute les perdants parce qu'il avait parié tout son prestige sur cette motion de défiance et sur les faits que finalement ayant été chassé du parti Peuple de la Liberté par Silvio Berlusconi, il voulait montrer à Silvio Berlusconi que finalement il était capable de signer l'arrêt des morts du gouvernement Berlusconi. Cela n'a pas été le cas. C'est d'autant plus douloureux pour Gianfranco Fini que ce sont deux de ces hommes qui ont finalement trahi et qui ont permis la survie politique de Silvio Berlusconi. Mais si on regarde un peu plus loin, si on allonge les spectres des visions de cette journée et de ces votes de confiance aux prochains événements, eh bien, il faut bien voir que, comme je le disais, un gouvernement qui dispose des deux votes des majorités est un non-gouvernement. Encore une fois, il y a des exemples historiques. Pensez au gouvernement de Romano Prodi qui avait tenu effectivement sur une majorité d'un vote. Et dans ces cas-là, chaque député, chaque single député, il y a quand même 630 députés de la Chambre des députés italiens, est arbitre de la vie ou de la mort d'un gouvernement et peut donc justement extorcer toute une série de mesures qui font que les gouvernements n'est absolument pas tenable. On a été arrivé à des cas grotesques comme celui de Rita Levi Montalcini, prix Nobel, ancien prix Nobel, sénateur à vie italien, qui était déterminant pour la survie du gouvernement Prodi, et qui donc à chaque vote de confiance a été obligé de se présenter à la Chambre des députés, tout en étant âgé de 99 ans, donc avec une série de problèmes logistiques qu'on peut imaginer. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment parler des victoires de Berlusconi? Je ne suis pas sûr. Je pense que si le Berlusconi sera néanmoins obligé de céder la main et de démissionner pour qu'on puisse former un gouvernement un peu plus stable. Maintenant, deux scénarios. Silvio Berlusconi va essayer d'élargir sa majorité à d'autres députés transfuges du parti centriste UDC ou du parti de Gianfranco Fini pour gagner un petit marge confortable, on va dire, pour pouvoir assurer son gouvernement. Je pense que son principal allié, la Ligue du Nord, devrait refuser ce type de scénario parce que les centristes sont contraires au fédéralisme, qui est la mesure phare voulue par la Ligue du Nord. Et donc, assez rapidement, dans à peine quelques semaines, on pourrait se rendre compte que finalement, Silvio Berlusconi sera
obligé de démissionner de lui-même, de provoquer une crise gouvernementale et de demander effectivement les retours aux urnes. Et je ne suis pas sûr, voire je suis pratiquement sûr, que Silvio Berlusconi risque d'être victime de la même loi électorale qu'il avait voulu en 2006 pour empêcher la gauche de gouverner. C'est-à-dire que Silvio Berlusconi, en quelque sorte, pourrait finalement être victime de lui-même. Et c'est bien dans les prochaines semaines qu'on devrait assister à la fin du berlusconisme en Italie.